Bonjour à tous. Donc, parler des médicaments d'insuffisance cardiaque dans l'amylose, à la limite, ça pourrait se résumer en quelques secondes. De toute façon, le public qui est ici connaît déjà assez bien, je crois, l'amylose. Et en une minute, vous le savez tous, il n'y a pas besoin d'utiliser les traitements d'insuffisance cardiaque en dehors des diurétiques. Thibaut vient déjà de le dire. Bon, voilà, comme on avait perdu un peu de temps. Bon, on va quand même aller peut-être un tout petit peu plus loin. Alors, voilà, vous savez tous qu'effectivement, l'amylose se dépose dans les tissus, notamment dans le tissu cardiaque, et aboutit à une cardiomyopathie infiltrative, plus ou moins hypertrophique, et avec un profil hémodynamique plus ou moins restrictif. Alors, quand on pense au traitement de l'insuffisance cardiaque, pourquoi ça va être indiqué, pas indiqué, juste pour revenir sur ces traitements de l'insuffisance cardiaque, vous savez qu'ils sont dichotomisés, ou maintenant il y a même 3 classes de FEVG, pour lesquelles on recommande ou ne recommande pas ces traitements de l'insuffisance cardiaque. Et vous savez que les recommandations ne concernent que l'insuffisance cardiaque à FEVG altéré, donc classiquement c'est FEVG à moins de 40%, et dans les autres cas, soit on ne sait pas, soit ça ne marche pas. Et je vous ai listé très rapidement les différents médicaments qui existent et qui ont été validés, en tout cas dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altéré, donc en vert, avec les diurétiques, les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, les bêta-bloquants, et puis maintenant donc les inhibiteurs mixtes de la néprédidine et des récepteurs de l'angiotensine 2, l'ivabraline, etc. Dans l'insuffisance cardiaque à FE préservé, en dehors des diurétiques, rien n'est validé, tout n'a pas été testé, et vous savez qu'il y aura de l'actualité, par exemple, au mois de septembre, avec les inhibiteurs mixtes, la néprédidine et des récepteurs à l'angiotensine 2, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais été capable de montrer que sur ce format d'insuffisance cardiaque, ces médicaments-là avaient une efficacité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que l'insuffisance cardiaque, Thibaut l'avait déjà montré dans une diapositive, on parle, dans le contexte de l'amylose, c'est de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Cardiomyopathie plus ou moins hypertrophique. Et là, concernant toujours cette histoire de FEVG, sur laquelle on pourrait se caler pour décider ou pas des traitements de l'insuffisance cardiaque, j'ai repris 4 cohortes, et simplement pour redonner une idée du niveau de FEVG des patients qu'on rencontre avec une amylose cardiaque. Alors, la première, c'est la cohorte qu'on a à la Riboisière, donc c'est celle que je connais bien en tout cas, mais qui sont un peu particulières, c'est les amyloses AL. Et vous voyez que la FEVG moyenne est à 55%, et on avait à peu près 12% de patients, en tout cas un peu moins de 15% de patients qui avaient une FEVG à moins de 40%. Dans la cohorte européenne sur laquelle vient de publier Thibaut, donc avec plus de 500 patients qui sont des amyloses, cette fois TTR, on a un peu moins de 10% de patients qui ont une FEVG inférieure à 40%. Et c'est essentiellement dans les cohortes américaines, notamment dans la cohorte de la Mayo Clinic en bas à droite, on a davantage de patients avec des FEVG altérés. Bref, quand on reprend la littérature, pour cette histoire de FEVG, on a à peu près entre 10 et 25% des patients qui ont réellement une FEVG diminuée et un VG parfois un peu dilaté, même si c'est évidemment pas des degrés de dilatation tels que ceux qu'on a dans les cardiomyopathies dilatées. Et donc pour lesquels on pourrait, quelque part, se poser la question des traitements recommandés dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Toujours pour finir sur cette histoire de FEVG préservée, altérée, donc vous savez que tout ça est un peu factice, et notamment quand on s'intéresse à l'amylose, puisque dans le contexte de l'amylose, certes, la FEVG est préservée, mais vous savez tous qu'on a une altération qui est souvent déjà assez importante de la fonction contractile, et notamment en tout cas de sa fonction longitudinale, telle qu'on peut l'apprécier sur les indices de déformation. Et environ au moins 50% des patients ayant une amylose ayant une amylose cardiaque plus ou moins évoluée ont une altération de cette fonction longitudinale. Et puis, si vous vous amusez également à mesurer le débit cardiaque au cours de l'échographie, ont également un débit cardiaque abaissé au repos. Alors, si on reprend dans le détail ces différents traitements de l'insuffisance cardiaque, et d'abord, pour commencer, donc les diurétiques. Alors, à nouveau, je reprends la cohorte de patients que je connais. Vous voyez que là, en moyenne, c'est des patients qui ont presque 130 mg par jour de furosémide, avec un interquartile entre 40 et 120. C'est-à-dire que tous les patients, presque tous les patients, avaient des diurétiques, et très souvent à d'assez fortes doses. Et on va voir, ou on peut déjà le dire, que ça va être finalement la principale variable d'ajustement de votre traitement au fil de l'eau quand vous suivez des patients avec une amylose cardiaque. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est vrai que le comportement hémodynamique de l'amylose et des cardiopathies
restrictive en général, est différent des cardiomyopathies dilatées, en tout cas des insuffisances cardiaques à FEVG altérées. C'est représenté de façon schématique sur ces boucles pression-volume, avec à gauche une insuffisance cardiaque à FEVG altérée, avec un VG, même si ce n'est pas très apparent là, imaginez un VG dilaté avec une altération de sa FE. Et puis à droite, une cardiopathie restrictive, typiquement une amylose. Quand on met des diurétiques, on va baisser les pressions de remplissage, on va soustraire du volume. Donc on va déplacer la boucle pression-volume le long de sa pente de contractilité, qu'il a. Je ne sais pas si on peut retrouver le petit point, voilà le long de sa pente de contractilité. On va baisser donc les pressions de remplissage et on va souvent avoir plutôt un effet un peu bénéfique. On va baisser un petit peu éventuellement la pression artérielle, mais pas tellement. Et on va avoir un effet même un peu bénéfique sur le débit cardiaque. Alors qu'en cas d'amylose, ou en tout cas en cas de cardiopathie restrictive en général, toute baisse du volume s'accompagne certes d'une baisse des pressions de remplissage de la PT-DVG, mais va également entraîner plus ou moins une baisse du volume éjecté, donc du débit cardiaque. Et avec souvent une baisse de pression artérielle qui va être beaucoup plus marquée en raison d'un niveau de résistance de base, on va dire, qui est plus élevé. Donc, si c'est la principale variable d'ajustement du traitement de l'insuffisance cardiaque, ça va nécessiter d'être très vigilant sur le niveau de volémie de ces patients et d'être capable de réadapter régulièrement la dose des diurétiques pour éviter tout excès, notamment d'hypovolémie, qui sera particulièrement mal toléré chez ces patients-là. Alors, on ne va pas détailler évidemment l'évaluation de la volémie chez ces patients-là, qui est grosso modo à peu près le même que pour les autres patients. Juste simplement insister sur le fait que notamment les indices échographiques, puisque là vous êtes tous cardiologues ici, ne reflètent pas directement la volémie, que ce soit les pressions de remplissage au niveau du ventricule gauche, le ratio E sur E' n'est pas un reflet de la volémie, c'est un reflet indirect plus ou moins précis de la PT-DVG, mais la PT-DVG n'est pas égale à la volémie. Et de la même façon, la veine cave inférieure, le niveau de veine cave inférieure, même si ça donne une idée, n'est pas non plus un reflet exact de la volémie de votre patient. Et toujours pour continuer sur cette classe thérapeutique des diurétiques, vous voyez qu'on utilise assez souvent des doses assez fortes, par exemple 130 mg par jour pour notre cohorte en moyenne. Donc ça veut dire qu'en fait on a un problème de résistance aux diurétiques chez la majorité des patients. On a une résistance. À partir du moment où vous avez besoin de plus de 40 mg de furosémide par jour, c'est quelque part vous avez une résistance au furosémide. Donc la plupart de ces patients ont une résistance aux diurétiques. Donc il faut être capable de réagir par rapport à ça. Donc comment on réagit ? Ça veut dire qu'il faut titrer, et souvent titrer assez vite, la posologie de furosémide. La dose maximale qui est recommandée, c'est 500 mg par jour. Au-delà, probablement, ça ne sert à rien. Veillez pour une fois chez ces patients-là à avoir un régime sans sel à peu près plus ou moins strict, contrairement à ce qu'on fait le plus souvent dans l'insuffisance cardiaque. Savoir combiner les diurétiques entre eux, rajouter un diurétique soit agissant sur le tube contourné distal, donc c'est les thiazidiques, et le thiazidique dont on dispose en France, c'est les Hydrex ou l'hydrochlorothiazide, il n'y en a pas d'autres. Éventuellement un diurétique agissant sur le tubule proximal, c'est l'acétazolamide ou Diamox, qui n'a jamais été réellement testé dans ce contexte-là, mais qui a probablement également un intérêt. Et puis les antialdostérones qui agissent également sur la rétention hydrosodée au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur. Probablement que, d'ailleurs, dans l'utilisation des antialdostérones, qui ont une place importante, pas comme on les utilise dans l'insuffisance cardiaque à dose faible et à viser peut-être davantage sur le remodelage, sur la fibrose, mais là, on va être intéressé par l'utilisation des antialdostérones, un, pour préserver la fuite potassique, et deux, pour avoir une action synergique réellement sur l'action diurétique. Et les posologies à utiliser dans le contexte de l'amylose sont probablement plus élevées que celles que vous utilisez habituellement, autour de 25 mg par jour. Et enfin, le dernier mot, en tout cas, est écrit dans les revues autour de l'amylose que le bumétanide pourrait être pertinent. Alors, il y a également le torzémide qui est utilisé aux États-Unis mais qui n'est pas disponible en France. Alors pourquoi ça pourrait être pertinent ? Parce que le bumétanide a une biodisponibilité par voie digestive qui est de 100%, mais chez le sujet sain. Dans l'amylose, on n'en sait strictement rien, y compris dans l'insuffisance cardiaque. Contrairement au furosémide, dont la biodisponibilité est entre 20 et 80%. Donc ça peut éventuellement avoir une pertinence chez les patients qui ont une résistance au furosémide, en sachant que ça n'a jamais été analysé, ça n'a jamais été testé, et ça reste purement spéculatif.
Dernier mot sur les diurétiques. Pour ceux que ça intéresse, en général, pas seulement dans le contexte de l'amylose, je vous invite éventuellement à lire ce papier-là, qui est un papier de consensus de la Société européenne, qui a été publié il y a quelques semaines, qui est très bien, et qui, pour la première fois, propose un algorithme d'utilisation des diurétiques qui soit à peu près rigoureux. Alors, on ne va pas le détailler, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à le lire. L'idée sous-jacente, c'est d'avoir une stratégie d'utilisation des diurétiques, une titration, une utilisation combinée des différents diurétiques qui soit à peu près commune dans tous les centres et d'éviter le doigt mouillé et chacun fait à sa petite sauce. Et d'autre part, d'avoir une attitude qui soit un peu plus énergique que celle qu'on a habituellement par rapport à ces doses de diurétiques. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à le lire. Les autres médicaments concernant l'insuffisance cardiaque qu'on pourrait utiliser dans l'amylose. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les bloqueurs ou les modulateurs du système rénine-angiotensine-aldostérone? Pourquoi pas? On a un débit cardiaque qui n'est pas très élevé dans l'amylose, voire même qui est franchement abaissé, et donc on a probablement, ça n'a jamais été dosé, une activation du système neuro-hormonal, notamment des systèmes rénine-angiotensine-aldostérone, dont on sait que de façon chronique, ils ont un effet délétère sur le système cardiovasculaire. Donc pourquoi pas? Il n'y a aucune recommandation, et dans les textes de revue, dans les revues, les textes de consensus autour de l'amylose, c'est pourquoi pas, mais a priori, bof, attention au problème de tolérance. Les antagonistes, les anti-aldostérones, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, voilà. On vient de l'évoquer, donc probablement pour leur effet diurétique et épargneur du potassium. Pour les IEC, les ARA2, on ne sait pas. Le bénéfice classiquement de ces molécules n'est pas tellement un bénéfice hémodynamique, mais un effet sur le remodelage au long terme sur le système cardiovasculaire. Et dans le contexte de l'amylose, le problème du remodelage n'a rien à voir avec celui qu'on a habituellement dans l'insuffisance cardiaque post-infarctus, qu'évoquait tout à l'heure Thibault, dans l'hypertension artérielle. Donc ce type de bénéfice moléculaire ou tissulaire des IEC ou des ARA2 est totalement incertain. Néanmoins, peut-être que dans les formes, en tout cas chez les patients qui étaient hypertendus au préalable et qui restent encore plus ou moins hypertendus, ce qui n'est pas très fréquent dans l'amylose, mais dans les formes débutantes, peut-être qu'il y a un intérêt à discuter ce type de molécules, en tout cas au début, on pourrait toujours en discuter, et surtout, a fortiori, chez les patients qui ont un VG qui était préalablement ou qui est un peu dilaté. Les bêta-bloquants, donc dans l'acronyme CHAT TOP, vous avez bien compris que les bêta-bloquants, c'est pas bon, et il y a une espèce de dogme qui veut que les bêta-bloquants soient contre-indiqués dans les cardiopathies restrictives, au premier rang desquelles dans l'amylose. Notamment parce que le débit cardiaque, c'est effectivement le produit du volume éjecté par le ventricule gauche à chaque battement, par la fréquence cardiaque. Et dans le contexte d'une cardiopathie restrictive, infiltrative, ce volume éjecté est relativement figé. Il y a très peu de réserve de précharge. C'est des ventricules gauches qui sont rigides, qui ne peuvent pas se distendre en augmentant le remplissage. Et il y a une faible réserve d'inotropie. Je vais vous juste l'illustrer là. Ce problème de défaut de réserve de précharge, c'est intuitif, c'est connu depuis très longtemps. Ce défaut de réserve d'inotropie, relativement intuitif également, était moins illustré et a été notamment illustré dans ce joli papier là, publié il y a un peu plus d'un an, avec des cathétérismes droits d'effort chez une petite cohorte d'insuffisance cardiaque ayant une amylose TTR, donc c'est les CA patients, versus des contrôles, qui étaient des amyloses sans atteinte cardiaque. Et ce qu'on peut y voir sur ces datas, des choses simples, vous comprenez bien, les pressions de remplissage, POD, PCAP à droite. Dans le contexte de l'amylose, on a une augmentation très importante à l'effort de ces pressions de remplissage, alors que chez un sujet sain, ces pressions de remplissage n'augmentent pas de façon significative. Le volume éjecté systolique en bas à gauche, ça illustre ce que je viens de vous dire. Il est fixe en raison d'un ventricule gauche rigide. Et chez les patients qui ont une amylose cardiaque, en rouge, vous voyez qu'à l'effort, ce volume éjecté ne bouge pas. Donc il n'y a pas de réserve d'inotropie, en tout cas chez ces patients-là, versus les contrôles en bleu. Là, c'est l'index de travail du ventricule gauche, qui est un indice qui est relativement indépendant des conditions de charge. Et vous voyez que chez les amyloses,
repos, puis là, à l'effort, c'est pareil, il n'y a pas de variation à l'effort. Et puis après, si on corrèle tout ça par rapport à la VO2, qui reflète globalement la capacité d'adaptation à l'effort, sans rentrer trop dans les détails, ce que mettent en avant les auteurs, c'est que c'est essentiellement ce défaut de réserve d'inotropie qui explique le défaut d'adaptation à l'effort. Et puis ça, c'est quelque chose également qu'on a illustré sur notre cohorte de patients ayant une amylose. C'est un travail de Martin Nicole. À partir de la VO2, vous savez que quand on fait des tests à la VO2, on peut mesurer notamment le pouls d'oxygène, qui est un reflet plus ou moins fiable du volume éjecté systolique. Et on retrouve exactement ce qu'on vient de voir là, dans les diapositives précédentes. Donc, ne serait-ce également que pour ça, les bêta-bloquants ne vont pas être une bonne idée à cause de ce risque de réduire encore davantage l'inotropisme et le résidu de réserve inotropique qu'on pourrait avoir. Les deux autres raisons pour lesquelles il y a une réticence à l'utilisation des bêta-bloquants, c'est que dans l'amylose, il y a fréquemment une insuffisance chronotrope, qui sera évoqué, je crois, dans un des cas cliniques tout à l'heure. Donc, en bas à droite, vous avez un exemple de Holter avec une magnifique insuffisance chronotrope. Et puis, les troubles conductifs sont, comme vous le savez, assez fréquents dans l'amylose. Néanmoins, et ça sera une de mes, peut-être même ma dernière diapositive avant de conclure, est-ce que ça doit être vraiment un dogme de pas donner de bêta-bloquants aux patients qui ont une amylose? Alors, de façon, si on veut faire simple, et pour des messages simples, la réponse va être oui. Néanmoins, pour ceux qui suivent un certain nombre d'amyloses, vous avez déjà tous eu ce type de patients qui sont scotchés à 110, 120 par minute en permanence. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu troublant. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de les laisser à 110, 120 par minute? Et je suis certain, y compris à Créteil, que certains d'entre vous les ont déjà mis sous des petites doses de bêta-bloquants, voire d'ivabraline, qui a possiblement un effet hémodynamique plus neutre, pour voir si finalement les patients sont mieux à 90 plutôt qu'à 120 par minute. On n'en sait rien, ça n'a jamais été testé. Mon impression clinique, c'est que non. Curieusement, ils sont mieux à 110, 120 par minute, ce qui me désespère un peu, qu'à 90 par minute, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça n'a jamais réellement été testé. Deuxième question, c'est il y a quand même un certain nombre de patients. Les patients qui ont des amyloses sont souvent assez âgés, ils ont le droit d'avoir des facteurs de risque et de faire d'autres maladies, notamment d'avoir une cardiopathie ischémique. Et on a dans notre cohorte, comme ça, une dizaine de patients qui ont aussi une cardiopathie ischémique, qui ont fait un infarctus, et notamment à la phase aiguë de l'infarctus, ou alors s'ils sont très tronculaires, avec éventuellement un angor résiduel qui n'est pas complètement revascularisé, est-ce qu'il y aurait une indication quand même à les mettre sous bêta-bloquants, quitte à leur mettre un pacemaker en plus des bêta-bloquants? Question non résolue. Vous savez tous que, contrairement à ce qu'il y a 10 ou 15 ans, où on donnait beaucoup de bêta-bloquants, notamment dans le contexte de la cardiopathie ischémique, la pertinence, on va dire, pharmacologique des bêta-bloquants dans le contexte de la cardiopathie ischémique est largement remise en cause en dehors de la phase tout à fait aiguë de l'infarctus. Et puis enfin, quid des patients qui font des troubles du rythme ventriculaire dans un contexte d'amylose? Est-ce qu'il y a une pertinence aux bêta-bloquants? Peut-être pas, mais enfin, je laisse ces questions ouvertes, qui sont quand même des vraies questions. Et puis là, pour le coup, dernière diapositive, la digoxine. De toute façon, vous prescrivez déjà plus de digoxine depuis longtemps, donc c'est à la limite pas la peine d'en parler. On ne sait pas ce que ça donne dans l'amylose. Il y a juste un vieux papier que je vous ai rappelé là, très vieux papier, 1981, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qui avait suggéré, ou en tout cas montré dans ce papier-là, qu'il y avait une accumulation des taux de digoxine tissulaire dans le contexte de l'amylose, donc raison de plus probablement pour éviter cette classe, cette prescription. Les inhibiteurs calciques, les dihydropyridines, on n'en sait rien, mais on sait que, par exemple, en tout cas pour le verapamil, ça a été associé, c'est pareil, c'est des vieux papiers, à une augmentation des troubles conductifs. Donc ça reste également plutôt une contre-indication, notamment d'une part sur l'absence d'effets bénéfiques probables et sur ce risque de troubles conductifs. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut prescrire par rapport à ces médicaments dits de l'insuffisance cardiaque? Les diurétiques, voilà, les diurétiques et les diurétiques, en sachant que, et c'est pour ça que je vous ai montré ce papier de consensus de l'ESC sur l'utilisation des diurétiques, que je vous invite réellement à vous procurer et à lire, qui est un papier pratique, qui vous repose des questions par rapport à votre usage quotidien de ces diurétiques, que ce soit la surveillance de la volémie, la titration. Et puis donc, je ne vais pas redire ce qu'on vient de dire, qu'il y a des questions ouvertes, et qu'il y a, tout ça, ça reste quand même des dogmes, du consensus, du rationnel physiopathologique, mais il y a, pour ainsi dire, zéro essai clinique
fait avec ces molécules-là dans le contexte des cardiopathies restrictives et de l'amylose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Damien. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions. On va pouvoir prendre une ou deux questions probablement. Au moins une. David ? Merci Damien. Une question, tu nous as parlé du rôle central des diurétiques dans le traitement médicamenteux. Quelle place tu as pour le suivi avec les petits natriurétiques, le BNP, l'ONT-proBNP, chez ces patients finalement qui sont un peu sur la corde et dont on ne sait jamais s'ils sont hypovolémiques, volémiques ou en surcharge? Est-ce que ça a une place? Est-ce que ça n'a pas de place? Est-ce que c'est difficile d'interprétation parce que la FE est préservée? Comment tu t'en sers? Tu t'en sers ou pas? Tous les outils qui permettent de suivre un peu la volémie, que ce soit la clinique, l'échographie, la biologie standard et le BNP, ont une place. Après, le BNP est relativement peu fiable en tant que reflet de la volémie. Mais quand même, ça a une petite place. D'avoir une baisse significative des taux de BNP ou de NT-proBNP, donc cliniquement significatif, ça veut dire d'au moins 50%, ça reflète quand même quelque chose, même si c'est peu fiable. Donc en pratique, on les utilise de façon nuancée en les interprétant avec les autres éléments. Merci beaucoup Damien, c'est vraiment le magnifique topo pour débuter la journée et on voit en fait, on est tout à fait convaincu qu'effectivement c'est des dogmes et qu'en fait on est sûr de rien mais qu'on apprend avec nos patients et qu'il y a vraiment de la place pour faire de la recherche sur le domaine et mieux comprendre la physiopathologie, l'impact de nos traitements et puis mais le problème c'est le nombre de patients évident et c'est ce qu'on souhaite vraiment pousser, c'est de pouvoir travailler collectivement sur ce genre de choses parce que on a plein de petites questions et on voit finalement qu'à la fin on a chacun 10 patients par-ci par-ça qui pourraient correspondre à ce que tu dis. Nous on voit les bêta-bloquants, on arrête les bêta-bloquants systématiquement quand les patients ils arrivent, ils sont toujours sous bêta-bloquants, ils vont nettement mieux. Effectivement tu l'as dit, il y a quelques indications où on laisse les bêta-bloquants et je pense que les cas cliniques on en discutera. Ce qui est très intéressant c'est ce que tu as dit sur les diurétiques, c'est ici notre expérience personnelle et on pose beaucoup de questions moi auxquelles je ne sais pas répondre sur les anti-aldostérone. Quelle dose, jusqu'où aller, comment les combiner, les mettre systématiquement ou pas en association. Qu'est-ce que tu fais toi dans ta pratique par rapport à ça sur le seul traitement qui est à notre disposition, les diurétiques? À qui tu mets les anti-aldo? Sur quels critères? Sur ça reste très empirique. Moi, j'ai tendance à leur mettre systématiquement en fait, des anti-aldostérone quand ils n'ont pas quand il n'y a pas de problème d'insuffisance rénale, pour le problème de potassium essentiellement. Et alors en termes de dose, alors nous on est totalement figé sur l'utilisation des faibles doses parce que ça fait des années qu'on les utilise comme ça dans le contexte de l'insuffisance cardiaque. Mais au départ, les anti-aldostérone, notamment qui étaient utilisés dans le contexte de la cirrhose, etc., c'était utilisé à 75 ou 150 mg par jour. Donc chez certains patients, on augmente à 50, à 75 mg, mais j'avoue que j'ai un frein à utiliser des fortes doses parce que j'en ai jamais eu l'habitude. Et de fait, je ne sais pas exactement ce que ça peut donner dans ce contexte-là. Donc, probablement à tort, je reste sur des faibles doses actuellement d'anti-aldostérone, mais que je donne par contre très largement, avec, je pense, peut-être un petit bénéfice, en tout cas sur la déplétion, sur la déperdition en potassium. Sur l'effet synergie sur les diurétiques, je ne sais pas exactement. Je pense que ça a peut-être un effet, mais c'est un effet. Ce qui est certain, c'est que par contre, de rajouter un thiazidique chez ces patients-là, on peut s'en rendre compte chacun dans sa pratique, ça a un effet bénéfique sur la résistance aux diurétiques de l'ANS. Une toute petite question, je pense qu'on va en reparler après, mais juste pour avoir ton expérience à toi. Tu as parlé des médicaments. Que penser de la resynchronisation chez les gens qui ont un bloc gauche et avec une fraction d'éjection qui reste souvent bonne? Et donc, on a l'impression parfois que les resynchroniser, même si la fraction d'éjection est bonne, ça peut beaucoup aider. Est-ce que tu sors des recommandations chez ces patients qui font de l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection à 50% et très grosse dysfonction longitudinale et bloc gauche? Il y en a. Ouais, après, j'ai pas réellement d'avis personnel là-dessus. Moi, je suis plutôt réticent, en tout cas, les quelques patients pour lesquels on a des blocs de branches, je considère que c'est probablement pas des indications pertinentes de resynchronisation, mais peut-être que je me trompe. J'entends dire également les rythmologues que probablement il y a des problèmes de seuil, de stimulation efficace au niveau des veines coronaires chez ces patients-là, probablement seulement sur quelques patients, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de resynchronisation de fait.
Donc sous réserve, peut-être que Michel a un avis plus pertinent là-dessus, mais moi j'ai tendance à être restrictif sur les indications. Ouais. En gros, chez nous, ça a toujours été des échecs, hein, si je me souviens bien. Vincent est dans la salle quelque part. Tu pourras Il n'est pas dire loin ça. là-bas. C'est voilà. Ça et l'entresto, ça a toujours été des échecs.